Binge Audio présente... Salut, c'est Thomas Rozek. Si vous avez écouté les 6 derniers épisodes, qui forment donc le documentaire Au nom de Safia, cet épisode-ci ne manquera pas de vous intéresser. Si vous n'avez pas encore écouté Au nom de Safia, commencez par remonter 6 épisodes en arrière et revenez nous voir. C'est bon ? Tout le monde a bien suivi les consignes ? Bon, restons sur notre lancée. Après cette formidable plongée dans les allées tortueuses du souvenir, des mémoires oubliées et réduites au silence de la guerre d'indépendance algérienne, je vous propose de prendre le temps de revenir avec son autrice, ma camarade et consoeur Safia Kessas, sur la genèse et les spécificités de ce projet qui forcément tient une place singulière dans son travail. On va parler de mémoire nécessairement, d'objectivité journalistique, de transmission des récits et de la façon dont cette mémoire, une fois réactivée, nous happe et nous passionne. On va faire ça tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Et donc, histoire de partir sur des bases solides, j'ai commencé par demander à Safia ce qui lui avait donné envie d'aller raconter cette histoire-là et de sortir un peu, ce qui n'est pas facile, croyez-moi, de la position habituelle du journaliste, celle de l'observateur à distance, prétendument objectif vis-à-vis de son sujet. En fait, finalement, c'est un long cheminement parce que ça fait un moment que je suis journaliste, réalisatrice et je me suis toujours intéressée aux histoires des autres. Et puis, en cheminant, j'ai commencé à me concentrer sur les histoires des personnes invisibles. Et puis, c'est devenu que ça, en fait, qui m'a intéressée dans mon métier, c'est de m'intéresser aux sans-voix, aux personnes qui sont à la fois mal représentées et sous-représentées dans les médias. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi que je me raconte moi, que je mette le curseur à un autre endroit qui soit peut-être plus intime, plus personnel, en même temps plus collectif. En fait, en gros, à un moment donné, donc moi, on savait que mon père était condamné, donc mon père qui est un des protagonistes de ce documentaire Au nom de Safia. Et donc, un jour, je suis passée le voir après une chronique radio. Et j'avais abordé, je pense, les différents types de racisme. Racisme systémique, ordinaire, etc. Racisme invisible. Et puis, il était assis là dans son fauteuil. Il me dit « Oui, moi aussi, tu sais, ma fille, j'ai des choses à raconter, etc. » Et donc, si tu veux, voilà, il m'avait entendu à la radio sur ces sujets-là. Et je sentais qu'il avait envie de laisser quelque chose. Et donc, avec un ami journaliste, Mathieu Neupré, il est venu à la maison et on a fait l'interview de mon père pour la garder. C'était quelque chose d'important à faire. Et l'idée, ensuite, c'est, transformer et est devenue plus précise dans la quête qui fut la mienne durant ces 6 épisodes. Toi, à quel moment tu es passé de cette première interview à le projet total d'aller creuser cette histoire plus globale ? Alors, à quel moment exactement, j'en sais rien, mais en tout cas, à un moment donné, pour te répondre franchement, je me suis assise sur les injonctions qu'on nous a balancées, toutes ces injonctions de neutralité, de pas dire le je, de le on, de se fondre en fait dans un universel qui me correspondait absolument pas. Et donc, c'est un travail de déconstruction et c'est un chemin sur lequel je suis depuis assez longtemps. Et donc, à un moment donné, c'est une question juste de se libérer par rapport au regard qu'on peut porter à partir du moment où à nouveau on prend ces réalités chiffrées qui font partie de notre monde médiatique, on se dit quand même qu'il y a un souci en termes de neutralité. Voilà, quand on sait que les personnes perçues comme non blanches représentent peut-être 10% des personnes qui sont interrogées dans les médias, etc. Donc, et que en plus c'est pas vraiment elles qui racontent leur propre histoire. Je veux dire, moi j'estime que c'est presque un devoir que de raconter mon histoire pour dire à d'autres de s'approprier leurs propres archives, leurs propres narrations et d'être maîtres et maîtresses de leur propre vécu. Ça entre en résonance avec ce qu'on peut voir en ce moment se mettre en place. Donc forcément, comme on est dans une période anniversaire autour des accords d'Évian, on voit beaucoup de récits autour de la guerre d'Algérie. Assez peu finalement de récits portés par des gens qui sont directement concernés ou dont les parents étaient concernés. Ou voilà. Donc, il y a souvent une espèce de pas de décalage. C'est des journalistes, c'est des chercheurs, des universitaires qui ne sont pas directement concernés qui vont les porter. C'était important pour toi de montrer que en fait, ces récits-là, ils doivent être incarnés
par les gens qui sont les plus touchés? Alors, moi, j'ai pas l'impression d'être singulière par rapport à ça. Je pense que quand même, il y a des auteurs et des autrices qui s'approprient ces histoires. Je pense à Yamina Benguigui ou à Faiza Guène. Donc voilà, je pense pas être vraiment pas du tout être quelqu'un de précurseur par rapport à ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de réflexion du point de vue médiatique sur à qui on donne la parole et comment. C'est-à-dire que dans le cadre du documentaire Au nom de Safia, c'est une histoire que je porte. On va donner la parole à des personnes qui sont concernées. L'équipe était consciente de ces rapports qui pouvaient être aussi des rapports de domination. À un moment donné, on a eu aussi cette discussion avec Quentin Bresson et Juliette Livartowski sur quelle est leur place en fait dans la construction de ce récit en tant que Français, en tant que personne non concernée finalement. Et donc, à partir du moment où on est consciente de ces rapports de domination, ça devient intéressant, d'où l'importance, par exemple, d'aller ramener dans le projet pour la musique quelqu'un de vraiment concerné. La musique, c'est pas quelque chose d'accessoire, ça va soutenir tout le récit. Voilà, donc je pense que cette réflexion, elle est importante. Et donc, c'est comment est-ce qu'on distribue la parole. Et c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres projets où, finalement, on reproduit, sans s'en rendre compte, des rapports de domination où ce sont les mêmes qui décident d'ouvrir le cercle de la parole ou de le fermer. Alors que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion et de pouvoir donner les moyens aux personnes concernées de s'exprimer. Et donc de construire, d'aller plus loin que le simple fait d'être à nouveau dans cette position verticale. Après, c'est sûr, moi j'ai aussi, je suis belge, je raconte cette histoire un peu en biais. J'ai peut-être une liberté aussi par rapport à ça que peut-être que je ressens pas bien à quel point c'est un sujet encore qui est hyper sensible et hyper compliqué en France. Il y a une différence subtile, effectivement, pour rester sur cette idée de qui parle et à quel moment et qui prend la parole, entre donner la parole et prendre la parole. C'est peut-être là que se joue la différence. Donner ou prendre la parole, d'abord, il faut s'autoriser à le faire, et puis ensuite se sentir légitime pour le faire. Et donc ça, déjà, à la base, que quand tu ne te vois jamais dans les livres d'histoire, dans les récits mythiques, héroïsés, etc., quand tu te vois pas du tout à l'écran, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà un chemin en soi de se dire « Ok, je vais afficher une singularité, etc. » Donc c'est déjà ce chemin-là, il est quand même pas donné. Il faut un peu l'arracher. C'est pour ça que, voilà, pour moi, chaque centimètre, prendre la parole, chaque centimètre, ça a été aussi un combat par rapport à cette assignation à s'effacer, en fait, et qui est transmise aussi, cette autocensure qui nous a imposé, et puis cette assignation aussi par rapport à la société. C'est là où est notre place, quoi, en tant que femme et en tant que femme issue de l'immigration. Que ce soit nos parents ou la société, on nous a pas dit allez-y, prenez, exprimez-vous, prenez votre place publiquement. Non, ça a été un parcours assez compliqué. Après, c'est le travail à faire aussi du point de vue de l'entreprise médiatique, de voir à qui on donne la parole à ce moment-là. Par exemple, on a des sujets sur le sport ou sur la politique tous les jours, sur l'Algérie ou sur la guerre. Bon, alors, on va fêter les 60 ans. On en parle une fois et c'est bon, on en a parlé. Est-ce que cette réflexion d'en parler avec des personnes qui sont légitimes, qui sont concernées, qui ont un discours qui est en résonance, je suis pas sûre qu'il y ait encore cette prise de conscience-là au sein du monde médiatique. Tu l'as mentionné, il y a une gradation, on va dire, dans l'injonction au silence. Il y a le fait d'être issu de l'immigration, il y a le fait d'être une femme. C'était important dans ton récit de montrer que c'était des récits aussi féminins qui ne s'étaient pas transmis, des parcours de vie féminins marqués par la guerre, touchés par la guerre, qui ne s'étaient pas transmis et qu'il fallait transmettre. Absolument, et je pense que c'est super. Enfin, ce que moi, ça m'a révélé, en fait, ce projet, c'est que il y avait à la fois un angle mort sur la question des femmes et la guerre, les femmes ordinaires, et puis aussi un angle noir, parce qu'il n'y a rien, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui ont eu un vécu absolument épouvantable durant la guerre, dans des conditions de vie mais inimaginables, dans les villages et dans les campagnes kabyles, ces femmes-là, en fait, elles ont aucune existence et on ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas comment elles ont vécu et on ne sait pas comment elles sont mortes. Et moi, quand je me suis intéressée à Safia, dont je porte le nom, qui est la sœur de mon père et qui est donc décédée durant la guerre d'indépendance dans des conditions qui sont assez obscures, en fait, il y avait
personne dans la famille qui pouvait me dire comment elle était, qui elle était, comment elle vivait. Il y a là une double injustice, quoi, qui est à la fois causée par une société qui est très patriarcale, où il y avait un monde des femmes, un monde des hommes, et le monde des femmes, c'est le monde de l'intime, et on le regarde pas, on s'y intéresse pas, et on n'en parle pas. Et puis aussi la manière dont les récits historiques ont été racontés du point de vue des hommes et encensés du point de vue masculin. Et donc le fait de raconter finalement l'histoire d'une femme ordinaire et d'une femme importante. Et j'ai envie de dire que ça nous renvoie aussi à une autre question. Peut-être que c'est une digression, peut-être pas, mais ça nous renvoie aussi à la question des hiérarchies sociales, en fait. Et donc aujourd'hui, on a entendu beaucoup de discours sur le monde d'après l'inversion de la pyramide sociale, la place de toutes ces personnes qu'on ne voit pas, de tous ces invisibles. On en revient encore à ce mot-là, mais je pense que c'est la même chose, en fait. C'est ce regard-là, moi, qui me pousse à raconter la société. Et tu disais, c'est difficile de partir de soi, ou c'est pas un exercice évident, mais il devient intéressant à partir du moment où il y a une résonance qui est une résonance collective, et où on s'intéresse à des parcours qui finalement sont pas les siens et qui peuvent devenir inspirants, ou simplement rendre justice ou rendre la dignité à ces personnes qui nous ont précédés et puis qui font partie de nous aussi, puisque on continue à porter en fait cette identité ici. Ce qui est frappant avec cette démarche autodocumentaire parfois, dans ce fait de partir de soi pour aller creuser des récits liés à l'intime qui deviennent des récits collectifs, c'est qu'on ouvre un peu une porte, on ouvre un peu la boîte de Pandore, dans le sens où après, une fois qu'on a commencé à y goûter, on est embarqué dans plein d'envies et d'idées de récits. Est-ce que toi, ça t'a fait ça? Ça t'a ouvert les portes d'autres récits? Ça m'a ouvert les portes d'autres récits. Clairement, il y a des figures passionnantes qui ont été complètement silenciées. Quand je me suis rendue au début au service historique de la Défense, ces gens, on a l'impression, ils nous reçoivent et qu'ils savent déjà si on va revenir ou pas, et qu'il y en a qui ne parlent jamais, en fait. Parce que c'est vrai que c'est passionnant et c'est abyssal. Moi, je vais faire une pause, je crois, par rapport à la question de la guerre d'indépendance, parce que c'était quand même assez violent. Et donc, voilà, mais j'ai envie d'y retourner, ça c'est sûr. Par exemple, il y a le parcours de cette femme, Na Fatima, qui était dans les Aurès. Et en fait, cette femme a lutté avec d'autres femmes pour se protéger des viols, en fait. Quand elle entendait, en fait, les voitures arriver des militaires, elle montait sur le toit de sa petite maison, elle appelait toutes les femmes du village et elles se tenaient toutes. Et quand un militaire essayait d'en prendre une, elle créait en fait un mur. Elle a été finalement, durant la guerre, assassinée d'une façon assez abjecte. Mais voilà, c'est typiquement ce type de parcours. Il y a une autre Moudjahida dont j'ai découvert le parcours et que je ne connaissais pas, que le FLN avait surnommée Beya la Noire. Elle avait accepté aussi d'être nommée comme ça. Et donc, vers la fin de sa vie, elle a expliqué les tortures qu'elle a subies et le nombre de prisons qu'elle a connues et les viols qu'elle a subis. Et c'est elle qui a dit « Il faut que vous alliez dans les Mechta, il faut continuer à chercher, il faut aller dans les campagnes kabyles, dans les campagnes tout court, pour essayer de faire parler cette mémoire enfuie à cause de la honte. » Et ces femmes-là, ces femmes ordinaires, elles se sont tues, quoi. Et il y a un dernier élément sur lequel je voudrais avoir ton avis, qui est moi quelque chose que j'ai expérimenté en faisant des choses autour de ma famille, autour des récits comme ça dans le passé. C'est le caractère urgent de capter une mémoire avant qu'elle ne disparaisse et de recueillir la parole de gens qui ont eu des témoignages de première main ou qui ont vécu des choses, quand on sait que ces récits sont sur le point de s'éteindre avec eux. Il peut y avoir comme ça cette espèce de paradoxe d'urgence à capter cette mémoire, alors que l'urgence et le passé, a priori, c'est pas forcément deux notions qui vont bien ensemble. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que la prise de conscience de l'urgence, elle vient en fait en travaillant, et elle vient en se plongeant dans les archives et en se disant « Waouh, c'est en train de s'en aller ». La preuve, c'est je suis tombée sur un rescapé d'un massacre que j'aborde dans le podcast, et entre-temps, ce monsieur est décédé.
Et j'ai juste eu le temps de faire une conversation téléphonique avec lui. Et tout ce qu'il raconte est tellement précieux. Il y a effectivement une urgence. Et puis aussi, après, il y a tout ce qui est possible d'utiliser pour recomposer un passé et puis le vérifier. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé passionnant et intéressant dans cette démarche, c'est que c'était à la fois être dedans et être dehors et de continuer à utiliser nos méthodologies de travail pour fouiller l'histoire, pour croiser et vérifier. Je me suis dit souvent que je regrettais effectivement de ne pas m'y être intéressée plus tôt. Voilà, puisque j'ai pas eu le temps de faire la deuxième partie de l'interview de mon père, que je ne pourrais plus rencontrer Mouloud Ben Youb, qui est un survivant, quoi, puisque toute sa famille a été exterminée, et puis voilà. Mais il y a des descendants, il y a des traces écrites, et ce travail de mémoire, il faut continuer à le faire. Merci à Safia Kessas pour ses réponses et pour cette série documentaire, je le redis, Au nom de Safia, réalisée par Quentin Bresson et produite par Juliette Livartowski, que normalement, si vous n'avez pas triché, vous avez écouté en entier, mais que vous pouvez réécouter ici même dans Programme B qui est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess. Cet épisode a été réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.